Nicolas Vidal. Chers amis, bonjour. Merci encore d'être sur Toxin ce matin. Et je voulais absolument qu'on aborde le problème de l'effondrement de nos hôpitaux publics et, je le dis, cette régression du système de santé français. Et pour ça, bien sûr, Caroline Brémaud est avec moi. Bonjour Caroline, comment allez-vous? Ça va? Bonjour Nicolas, ça va et vous? Ben, je suis, ça va. On essaye d'être sur le front de l'actu, comme vous êtes vous sur le front médical. Vous êtes médecin urgentiste et également ancienne chef de service des urgences, donc d'un CHU. Donc vous avez quand même une bonne vision. Et puis surtout, vous êtes énormément engagé, Caroline. Ça vous a coûté très cher, hein, notamment il y a quelques mois de ça. Vous avez reçu sur Toxin pour ça. Macron était venu notamment en Mayenne et vous n'aviez pas été invité. On en avait parlé. Vous aviez été mis de côté puisque vous posiez des questions qui manifestement déranger le pouvoir en place. Ça en est où vos relations avec le pouvoir en place malgré la succession de gouvernements? On est toujours à couteau tiré ou à cathéter tiré, chère Caroline? Ouais, il n'y a rien à changer. Et puis on le voit actuellement avec l'épidémie de grippe. En fait, on est toujours à essayer d'endormir la population avec des fausses déclarations. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a je ne sais plus, 80 hôpitaux en France qui sont en plan blanc. Et on essaie de nous faire avaler des couleuvres en nous disant que c'est à cause de la grippe. Mais en fait, la grippe, c'est une maladie grave. C'est une maladie qui est récurrente annuellement. Et tous les ans, la grippe, elle est dangereuse. Et tous les ans, des gens décèdent de la grippe. Et c'est quelque chose qu'on sait qui va arriver à chaque hiver. Et là, on nous dit, il y a les plans blancs à cause de la grippe. Un plan blanc, c'est pas fait pour faire face à une épidémie de grippe. Si on est obligé de déclencher un plan blanc, c'est qu'en fait le système il est malade, le système de santé dans sa globalité est malade et l'hôpital public encore plus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un plan blanc parce qu'on comprenne bien ce qu'est un plan blanc, parce que c'est une situation d'urgence en cas, je crois, d'attentat ou d'accident grave où il y a énormément de patients qui arrivent très rapidement dans les urgences. C'est ça. Alors, le plan blanc. Un plan blanc, c'est pas que ça. Un plan blanc, c'est faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Et en fait, une situation, elle est exceptionnelle quand les moyens sont dépassés. Et donc là, effectivement, les moyens sont dépassés. Mais l'origine n'est pas exceptionnelle en fait, c'est que nos moyens sont dépassés, donc on est obligé d'utiliser des stratégies de médecine de catastrophe. Alors que l'origine du problème n'est pas catastrophique. Donc oui, normalement on utilise quand il y a un accident de train, ça peut être aussi quand il y a eu le Covid, parce que ça peut être aussi une épidémie, ça peut être aussi quand il y a une coupure d'électricité ou une coupure d'eau généralisée. Ça, c'est des situations catastrophiques qui rendent l'utilisation de l'hôpital compliquée. Et donc tout ça, ce sont des choses qu'on apprend à gérer et qu'on apprend à gérer en dehors de l'hôpital et à l'hôpital. Il y a plein de plans qui existent, différents, qui s'adaptent. Il y a eu, quand il y a par exemple la canicule, il y a des événements climatiques, il y a des événements épidémiologiques, sauf que là, normalement, la grippe, c'est un événement récurrent annuel, prévisible, et on ne devrait pas avoir besoin de déclencher un plan blanc pour prendre en charge la grippe annuelle, en fait. C'est le symptôme d'un effondrement de l'hôpital public, Caroline, si je comprends bien. Vous avez parfaitement compris, c'est parfaitement résumé. Ouais. C'est parce que là, on a quand même des choses qui sont dingues. Donc, il y a cette grippe, effectivement, on l'a dit, il y a des déclarations. La grippe, on a tous connu la grippe. Moi, j'ai quand même un certain âge, je ne suis pas vieux, mais j'ai toujours connu la grippe. Je veux dire, ce n'est pas de nouveau. La grippe, on a les services d'urgence, du moins pour les personnes qui sont touchées par une personne en difficulté ou âgée. Là-dessus, on savait faire. Donc, aujourd'hui, on mobilise tout le monde, les infirmières, les médecins, pour essayer de revenir éventuellement à l'hôpital s'il y a trop d'entrées aux urgences. C'est ça à peu près. Oui, et puis on déprogramme certaines activités, donc c'est forcément délétère pour les patients. Donc c'est quelque part, c'est une forme, on trie, dans des situations de catastrophe, on trie. Et là où j'irai un peu plus loin, c'est pas que l'hôpital public qui s'effondre, c'est vraiment le système de santé dans sa globalité, parce que les infirmières libéraux aussi ont beaucoup de difficultés, sont pas reconnus dans leur métier. Dans le médico-social, c'est extrêmement compliqué parce qu'on aurait la possibilité de mettre des infirmiers dans tous les EHPAD, on pourrait laisser les personnes âgées avec un petit peu d'oxygène confortablement installés dans leur chambre d'EHPAD. Et donc, ça va plus loin que l'hôpital public. Et c'est vraiment important de le signaler parce que les acteurs de soins, ils sont aussi à l'extérieur de l'hôpital.
Ouais, ouais, effectivement, oui, oui. Et on parlera aussi des déserts médicaux parce que aussi Mmh. c'est terrible, hein. Moi, j'habite dans une région où, bon, il y a quand même des gens qui ont des problèmes aujourd'hui pour pouvoir avoir des examens. Et bien sûr, ça met aussi en jeu la pérennité, la santé des patients sur certaines pathologies ou certains examens à faire assez rapidement. Ça aussi, Complètement. c'est un vrai problème. Et je pense que ça coûtera plus cher à la sortie que de massacrer l'hôpital public comme c'est le cas aujourd'hui. Je Je voudrais suis qu'on... complètement Ouais, d'accord. ouais. Il me semble. Je voulais qu'on parle aussi de ces. Alors, c'est le même septembre, vous allez me dire. Je rappelle, vous êtes médecin urgentiste, ancien chef des service des urgences. On a, j'ai sous les yeux d'une coupure de presse, d'une jeune femme de 26 ans qui est décédée le vendredi 10 janvier à Villeneuve-Saint-Georges. Elle est morte aux urgences. Un homme aussi. Il y a de plus en plus de cas de gens jeunes qui meurent aux urgences. Ça aussi, c'est qu'on en avait déjà parlé. Vous disiez, vous, dans l'hôpital dans lequel vous officiez à l'époque, qu'il y avait parfois 8 heures, 9 heures, 10 heures d'attente aux urgences. Oui. Enfin, à un moment donné, ça n'a pas changé, ça s'est aggravé, Caroline, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Oui, ça s'est aggravé nettement parce qu'en Ouais. fait, il y a un an, on était sur des fermetures d'hôpital ou des régulations d'accès à l'hôpital, surtout la nuit et particulièrement sur les congés scolaires. Et en fait, là, on en est rendu à compter le nombre de fois où l'hôpital il est ouvert et il est accessible. Ouais, Et ouais. on en est même aussi à, c'était il y a 2 jours, c'était fermé la journée aussi. On ne pouvait Mm. pas accéder en journée. Donc, c'est même plus que les nuits, c'est aussi la journée. Et sur l'organisation de territoire, au lieu d'avoir 3 services d'urgence ouverts, on n'en a souvent qu'un. Au lieu d'avoir 3 équipes médicales en SMUR, on n'en a souvent qu'une. Donc, et ça, c'est pas que dans mon département, c'est dans Oui. beaucoup. Et c'est vrai que ça arrive. Mm. Il y a Mm. malheureusement des gens qui Oui. décèdent aux urgences parce que quand ils arrivent aux urgences, ils n'ont peut-être pas les critères Mm. évidents de Ouais. gravité. Et puis après, ils sont mis dans un flux d'attente et Ouais. ils peuvent s'aggraver sans qu'on s'en rende compte. Et ça aboutit à des décès parce qu'il y a des fois, il y a des prises en charge, si elles ne sont pas rapides, les gens décèdent. Après, il y a, Mm. peut-être cette personne serait décédée même si elle avait été prise en Oui. charge rapidement, mais on ne peut pas le savoir en fait. Ouais. Et il y a des, et c'est ça qui met en colère en fait. Et j'imagine la douleur extrême des parents et de la famille Ouais. des personnes qui se disent Mm. mais je suis dans un pays qui est censé être leader en termes de santé et Mm. mon enfant ou mon conjoint décède dans un service d'urgence sur un brancard. Enfin, il y a de Mm. l'incompréhension. Mm. On est censé pouvoir apporter du soin. Après, on peut pas, on peut pas prétendre sauver tout le monde, mais on pourrait aspirer à faire beaucoup mieux en Mm. fait. Et malheureusement, il y a des décès, il y en a de plus en plus depuis un certain temps. Le syndicat SAMU Urgence de France avait commencé à comptabiliser les décès. Et puis finalement, ils ont arrêté parce que Ouais. ça mettait un peu en défaut aussi les soignants, parce que malheureusement, des fois, la faute retombe sur les soignants qui sont Ouais. impliqués ce jour-là, alors que la faute, elle est Ouais. institutionnelle. Oui, parce que j'imagine, comme on disait, il y a des heures et des heures d'attente aux urgences. Et s'il y avait à un moment donné peut-être un peu plus de personnel, ça Oui, pourrait avoir des prises en charge rapides. Et puis oui, j'imagine aussi que quand on est dans l'urgence, vous l'aviez dit la dernière fois très justement, on a besoin de personnel et d'avoir un peu de sérénité pour arriver à estimer la gravité et l'urgence justement de la rentrée aux urgences. C'est ça aussi, hein. Il y a complètement. La sérénité, c'est exactement le mot qu'il faut employer parce que moi, quand je travaille, j'ai des interruptions de tâches qui sont monumentales. L'autre fois, j'ai un collègue des étages de médecine polyvalente qui est venu aux urgences pour me parler d'un patient. Et en Mm. fait, il n'a pas réussi à en placer une parce que j'ai dû m'occuper Mm. un peu alors que j'étais aux urgences de la régulation. J'ai l'infirmière d'accueil et d'orientation qui est venue me poser des questions. J'ai Mm. l'infirmière en pratique avancée qui est venue me poser des questions. Et Mm. en fait, il m'a dit: «Waouh, mais c'est ça ta vie?» Je lui Ouais. ai dit: «Oui». Et il m'a dit: «Mais tu es tout le temps interrompu». Enfin, c'est des interruptions de tâches qui sont propices à faire des erreurs et des oublis. Et oui, oui, c'est surtout ça, effectivement, parce c'est du problème, un problème de personnel. Est-ce que Mmh. là, c'est une question de fond à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre, et j'en suis sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une médecine à deux vitesses concrètement aujourd'hui, une partie de la population qui doit faire face, comme vous, au problème des urgences, à l'effondrement, et puis peut-être une autre partie de la population beaucoup plus privilégiée qui peut avoir accès à des services. Est-ce que c'est le cas aussi aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive de plus Ça en plus à Oui, ça a mettre... toujours été le cas, Ouais, sauf que, ça se généralise de plus en plus. Les gens qui ont les moyens disent: «Bah, moi, je vais un peu plus loin, ailleurs». ouais.
Alors après, la difficulté, c'est que ça commence à être vraiment compliqué partout, même à Paris, même dans les grandes villes. Mais moi, j'ai déjà entendu, l'autre fois, j'étais à un mariage, j'ai des gens qui étaient à côté de moi qui n'avaient pas des gros moyens et qui ont dit, mais moi, finalement, je m'en fiche, hein, je préfère payer 50 ou 60 euros et puis avoir mon rendez-vous et tant pis. Alors que normalement, la santé, c'est un droit qu'on a et on ne devrait pas se dire je vais payer un peu plus et puis je vais passer devant les autres. Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je conceptualise les choses. C'est en fonction du besoin et de l'urgence qu'il y a pour la personne, on devrait pouvoir proposer un rendez-vous dans des délais qui sont convenables. Mais on écœure les gens du métier. Et donc, les médecins urgentistes préfèrent partir faire d'autres spécialités. Moi, j'ai un collègue qui est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Il est parti faire des médecins de cure thermale. D'accord, ah ouais. Oui. Et puis, on a des paramédicaux qui sont épuisés, qui ne sont pas reconnus dans la qualité de leur métier, et puis qui partent faire autre chose ou qui partent ailleurs ou qui partent à l'étranger aussi. On a beaucoup qui partent à l'étranger. Et ils vont y faire la même chose ou ils vont y faire la même chose dans des meilleures conditions aujourd'hui? Ils partent au Canada, en Suisse. Ouais. C'est effrayant parce qu'on avait parlé il y a quelques mois, vous étiez sur Turkcin, je vous remercie ce matin d'être revenu. On rappelle, vous êtes vraiment médecin urgentiste et vous n'êtes pas du tout apprécié par les autorités incompétentes, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais les autorités incompétentes qui sont chargées à un moment donné de redresser l'hôpital public. On n'en prend pas le chemin. Manifestement, j'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin. Parce qu'on vous dit que la grippe submerge les hôpitaux et qu'il faut déclencher du plan blanc un peu partout, manifestement, on n'a pas le début d'une réponse à part c'est juste dingue, en fait. En fait, tant que l'État sera dans le déni, un déni plus ou moins organisé, de rejeter la faute sur un événement extérieur ou sur les autres, c'est qu'on n'avancera pas. Tant qu'on n'aura pas un discours sincère pour dire oui, les choses ont été mal faites et malheureusement, on va en payer les conséquences pendant plusieurs années, même si on change notre fusil d'épaule et qu'on prend de bonnes décisions à court, moyen et long terme. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui sera capable de nous fournir un calendrier avec des décisions à prendre étalées sur une dizaine d'années, c'est qu'on ne sera pas dans une démarche sincère et proactive pour le bien-être du système de santé. Ouais, il y avait notamment là-dessus une manifestation, un rassemblement au CHU de Montpellier-la-Péronie, c'était il y a 2 jours. Là aussi, beaucoup de soignants étaient là, de médecins. Une nouvelle fois, il y a eu un rassemblement, très bien. Tout le monde est rentré dans les hôpitaux et puis finalement, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Alors, on comprend qu'il y ait des mobilisations pour alerter, mais combien de fois vous êtes mobilisés, vous, Caroline, notamment avec la population aussi, parce que vous aviez appelé aux Gilets Blancs. Tout à fait, avec les Gilets Blancs, on se mobilise. Voilà. Et là, on voulait refaire une mobilisation samedi prochain. Et en fait, les gens ne sont pas motivés, donc on ne va pas la faire. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est inonder les réseaux sociaux avec ce que vous faites, vous. Et puis, utiliser les nouveaux moyens de communication. Et puis, tout le temps parler de la santé, tout le temps Et moi, à titre personnel, j'ai décidé de mener mon combat autrement. Donc, au lieu de râler aussi beaucoup dans la presse, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et donc là, j'ai écrit un livre qui sort au mois de mai aux éditions du Seuil. Et là, je raconte le lien très intime qu'il y a entre un médecin et son patient, ce moment extraordinaire et magique, cette intensité de l'émotion qu'on ressent. Et je me dis, toucher les gens par la fibre de l'émotion pour peut-être leur faire prendre conscience que c'est un joyau précieux qu'on a entre nos mains, le système de santé, et les toucher, les émouvoir pour qu'ils se disent il faut qu'on se bouge, en fait. Parce que il faut toucher tout le monde, il faut sensibiliser tout le monde. Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont tellement préoccupés par des besoins fondamentaux comme se loger, se nourrir, se chauffer, qui n'ont plus d'énergie pour penser à la santé. Ouais. Et puis aussi, une partie de la classe moyenne, malheureusement, j'en connais dans mon entourage, qui manifestement ne veulent pas voir ce qui se passe. Pourtant, c'est des gens qui continuent pour peu de temps, à essayer de vivre à peu près correctement. Et ça, à mon avis, vont basculer dans pas trop longtemps, comme beaucoup d'entre nous. Mais il y a quand même, il y a du mal à prendre conscience de ça tout de même. Surtout qu'on a des enfants, Caroline, surtout qu'on a des gamins. En fait, tout est fait dans les médias pour rassurer la population, expliquer il y a un nouveau ministre, on a pris un médecin, ça va changer les choses. Il y a 2 ans, on avait eu les vœux pour la santé.
À chaque fois, il y a des petites touches comme ça, par-ci, par-là, pour endormir les gens. Et si on rééquilibre pas avec des gens comme vous, qui ont un discours beaucoup plus honnête, sincère et percutant, et ben, la population générale, en fait, qui se contente de l'information de courte durée sur les canaux standards, bah, elle dit ouais, bah, c'est compliqué, ça va aller. Puis en fait, on a réussi à nous faire croire qu'on n'y pouvait rien. Ouais. C'est juste incroyable. En tout cas, merci d'être venue ce matin, Caroline, Brémaud, sur Tocsin pour nous alerter là-dessus et puis on suivra bien entendu ce livre. On vous réinvitera pour en parler, bien entendu, de ce livre. Avec joie, bah, ça sera un grand moment d'émotion parce que j'y ai mis tout mon cœur et beaucoup de larmes en l'écrivant. Bon, mais tant mieux en tout cas. On n'en doute pas un seul instant, on ne doute pas qu'il sera très intense et on vous rappellera bien sûr pour en parler sur Toxin, pour nous le présenter. Ça sort en mai aux éditions du Seuil et nous aurons les informations lorsqu'il sera disponible. Chers amis, merci Caroline d'être venue ce matin, médecin urgentiste et ancienne chef des urgences. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite malgré tout un excellent week-end et couvrez-vous bien, n'attrapez pas la grippe, chers amis. Vous non plus, n'attrapez pas la grippe. N'allez pas encombrer autant que faire se peut nos urgences, en tout cas, bien entendu, qui sont à l'agonie. Merci Caroline, on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci à vous. Merci.